Du dossier, c'est que le bilan carbone de ce projet ne pouvait pas être positif. Et non seulement il ne pouvait pas être positif, mais on a démontré très clairement, chiffre à l'appui, qu'il était négatif. Et donc, si ce projet va à son terme, on arrivera à cette aberration qu'on aura investi 2 milliards d'euros pour émettre plus de CO2 que si on avait utilisé du carburant fossile. Donc ce projet, effectivement, il est temps de l'arrêter. Pépinoteur Polili de Forêt Vivante Pyrénées et Touche pas ma forêt pour le climat, qui était l'ancien nom. Alors, je crois qu'un point important qui est apporté, c'est de montrer que les règles RED établies par l'Europe ne représentent pas vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'un arbre coupé ne capte plus de CO2. À partir de là, si on en coupe beaucoup, il y a un problème dans le bilan parce que la forêt va capter bien moins. Et on est déjà dans une situation difficile avec... on a déjà perdu plus de la moitié du puits de carbone que nous avions il y a une dizaine d'années. Et donc, si on continue sur la même lancée, et ce projet pourrait nous y conduire, on aurait bientôt une forêt qui ne capterait plus le CO2, mais qui en émettrait. Voilà. Parce que la forêt en capte et en émet, mais la balance, elle est délicate, et là, on est dans un moment où le bilan pourrait s'inverser. Et donc, ça montre toute la problématique contre laquelle nous nous battons. Pierre, à toi. Pierre Biscay, groupe local des Shifters Palois. Alors, nous avons calculé les taux de décarbonation qui seraient apportés par l'unité Biotijet du projet ECO. Ce qu'on peut dire, c'est que les émissions du procédé en lui-même, on trouve des résultats qui sont similaires à ceux d'Élise Énergie. Mais par contre, le problème, c'est que comme on utilise de la biomasse bois, lorsqu'on coupe des arbres et qu'on brûle le carburant, on émet du CO2 qui vient se rajouter au stock atmosphérique déjà existant. Et il va falloir des décennies pour que le bois qui va repousser sur les parcelles récoltées compense ce qui a été émis. Et donc, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Jacques Descargues, si on considère l'horizon 2050, qui est l'horizon auquel la France doit atteindre la neutralité carbone, eh bien, on va émettre plus de CO2 que si on avait continué à brûler du combustible fossile. Quelques décennies après, effectivement, on aura compensé les émissions qui auront été faites jusqu'à cette époque-là. Si le climat le permet. Mais le climat ne nous le permet pas. On n'a pas le temps d'attendre. Et d'autre part, si on considère la généralisation de ce procédé, le règlement européen Refuel demande à ce que 35% du carburant qui sera utilisé en 2050 provienne de e-biokérosène. Et si on extrapole cette généralisation, eh bien, le surcroît de récolte qui va être nécessaire, parce que ce besoin va s'additionner à la récolte déjà existante, à tous les coups, eh bien, ce surcroît de récolte va entraîner un abaissement très significatif de la capacité de séquestration de la forêt française, qui effectivement, du seul fait de cette augmentation, va devenir émettrice avant 2050. À cela se rajoute en plus l'effet lui-même du changement climatique qui lui-même contribue à faire descendre cette capacité. Et donc, il ne sera pas possible en 2050, si on généralise ce système-là, de compenser les émissions résiduelles qui resteront. Donc, ce type d'énergie est incompatible de la stratégie nationale bas carbone qui a été éditée jusqu'à présent. Y a-t-il des questions de nos journalistes présents? Non, pas pour l'instant, merci. Oui, désolé, donc c'est Luce Gardière pour le journal Sud-Ouest. Je suis arrivée un petit peu en retard. Est-ce que j'ai manqué des présentations? Oui, oui, on va vous les redonner. Donc, Désolé.
autour de la table, donc, il y a Jacques Descargues, donc c'est moi-même. Ok. Je suis de Forêt Vivante de Forêt Vivante Pyrénées. Je suis arrivée au également- moment où vous étiez en train de finir, je pense, votre présentation. Ah d'accord, donc il y a que toi qui manque. Donc il y a Ah toi bon. qui recommence. Alors voilà, tu recommences. Ok, donc Jacques Descargues, Forêt Vivante Pyrénées. Dans le collectif, je représente plus le CAD, donc la partie basque du Pyrénées Atlantique. D'accord. Donc ce que j'ai dit en introduction, c'est que hier soir en comité de suivi, qui était consacré justement au bilan carbone du projet, on a insisté sur la démonstration que l'on peut faire et qui a été présentée notamment tout à l'heure par Pierre, sur le fait que ce projet éco, qui investirait 2 milliards d'euros, aboutirait à une aberration, puisque on aurait eu des émissions de CO2 plus importantes que si on utilisait du carburant fossile, issu du fossile. Donc ce projet, effectivement, se révèle tout à fait inadapté à la stratégie bas carbone de la France. D'accord. Juste, moi j'ai lu les deux rapports, donc ceux bien présentés par ECO et puis le vôtre. Si j'ai bien compris, vous ne partez pas sur les mêmes bases, c'est ça, de calcul en définitive? Là, on peut dire simplement que les règles qui sont utilisées, c'est les règles européennes, donc les règles RED 2 en l'occurrence, et elles font une impasse considérable, c'est-à-dire qu'en coupant du bois, le bois qui est coupé ne capte plus de CO2, donc c'est comme si on relâchait dans l'atmosphère du CO2, et si on généralise ça, on obtient globalement, au lieu d'avoir une forêt qui capte, on va avoir à terme une forêt qui va émettre. En fait, elle capte et elle émet tout le temps. Mais pour l'instant, la captation est supérieure à l'émission de CO2, mais si on dégrade la situation, la forêt va être émettrice globalement. Elle l'est déjà dans les forêts de l'Est et certaines du centre de la France. Et si on continue sur le même trajet, enfin sur le même chemin, on va être globalement émetteur. Donc ça veut dire que effectivement, la stratégie bas carbone va être en grande difficulté. Oui, en fait, le règlement RED 2 stipule que lorsqu'on utilise de la biomasse pour faire du carburant, il faut éviter la double comptabilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas compter en même temps l'abaissement, il ne faut pas sommer l'abaissement de la capacité de séquestration et les émissions qui arrivent, qui sont liées à la combustion du bois. Quand on brûle du bois, on émet du CO2. Mais ce qu'il dit donc, c'est soit on calcule les émissions à la combustion auxquelles on rajoute les émissions du procédé, soit on calcule l'abaissement du flux de carbone de la forêt française. Bon, c'est deux faces de la même pièce, et chacune des deux méthodes doit donner le même résultat. Sauf que ce que fait l'industriel dans ce cas-là, c'est qu'il dit, ok, j'ai pas à prendre en compte les émissions, mais il oublie de prendre en compte l'impact sur la capacité de séquestration française. Et je tiens à préciser que l'expert indépendant qui a été mandaté par la CNDP pour analyser la conformité de la méthode appliquée par ELIS par rapport au règlement, il a bien précisé, page 18 de sa présentation, qu'il faut prendre en compte l'impact éventuel sur le bilan qui s'appelle AFOLU, AFOLU, dans le rapport du GIEC, et qu'en France, on utilise l'acronyme UTC-ATF. C'est changement d'usage des sols, etc. C'est la même chose, mais un acronyme français, un acronyme anglo-saxon. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons pris en compte l'impact sur le bilan AFOLU, alors dans le cadre d'une généralisation du processus à hauteur de la demande européenne. Et c'est comme ça qu'on arrive. D'un côté, ça permet de chiffrer l'abaissement de la capacité de séquestration. C'est de là que vient le constat que ce n'est pas compatible de la stratégie nationale bas carbone. Et à l'inverse, on peut ensuite se ramener à la taille de Biotijet éco et dire, ben voilà, ça correspond à tant d'émissions, à horizon 2050. Voilà. Et on intègre en plus la spécificité du bois qui est le temps
de recaptation du carbone qui a été déstocké quand on coupe. Voilà. D'accord, mais comment expliquer du coup que le diagnostic posé par ECO ne prête pas en compte ce dont vous parlez? Alors, c'est un problème effectivement général. Si on applique formellement les règles européennes, On ne voit pas la tête. si on applique formellement les règles européennes, on a effectivement un résultat qui paraît correct. Mais c'est bien la contestation de ces règles qui est en jeu. Déjà, effectivement, il faut bien comprendre que dès 2003, l'Académie des sciences, quand elle a calculé l'évolution de la forêt française et qu'elle a diagnostiqué qu'on allait vers un puits de carbone négatif, l'Académie des sciences a dit dès 2003, la stratégie bas carbone de l'État français est obsolète. Et effectivement, en ce moment, la France est en train de retravailler sa stratégie bas carbone en prenant en compte le fait que la forêt française sur laquelle on comptait pour compenser les excès de CO2 dans l'atmosphère ne permettrait plus d'assurer cette fonction et qu'il allait falloir trouver d'autres moyens pour tenir nos objectifs. Donc, c'est un point très important. Ce basculement de la forêt française vers le puits de carbone négatif remet en cause les politiques nationales bas carbone. Et ça remettra en cause également les politiques européennes bas carbone. Mais pour l'instant, on est sur une réglementation, sur une directive européenne qui, elle, considère que la forêt se renouvelle indéfiniment et qu'elle est neutre sur le plan carbone. Or, c'est faux. C'est faux. Déjà, on a en Europe 2 pays qui sont en puits de carbone négatif et tous les autres pays sont en train de basculer. Et la France, c'est une question de quelques années. Donc, on voit bien que c'est toutes les stratégies bas carbone de la France et de l'Europe qui sont en train d'être mises en cause. Et ce dossier, effectivement, ECO, permet de le mesurer très concrètement. Donc, on était sur cette fiction, on était sur une fiction de la forêt qui fonctionnait idéalement, et ce n'est plus le cas. D'accord. Et la révision des règles dont vous parlez, elle est en cours, donc, c'est ça? Et on a une idée de à quelle échéance ça pourrait être En fait, il y a des discussions qui ont commencé depuis plusieurs années au niveau de l'Europe. Il y a une association qui s'appelle FERN qui travaille sur cette question et qui porte justement le message, parce que les scientifiques ont noté cette difficulté. Tant que la forêt croissait sans problème et qu'elle remplissait son office, les gens ne s'interrogeaient pas tellement. Là, maintenant, on arrive aux limites de ce qui était pensé il y a quelques années. C'est ce que disait Jacques. Et là, cette limite est atteinte et il faut remettre en question les règles qui ont été déduites d'une situation qui n'existe plus et qui risque même de nous conduire, je dirais, au fait, à la situation où on ne pourra pas répondre aux besoins de la décarbonation sur laquelle on est engagé. Il y a deux dates. Il y a 2030, il faut avoir diminué de 55% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et 2050, il faut être à l'équilibre, c'est-à-dire ce qui restera comme émission doit être totalement compensé par l'absorption. Voilà. Donc là, il y a vraiment un travail à faire. Des discussions existent au niveau européen. La nouvelle mandature européenne, je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais on a des inquiétudes par rapport à cela. Mais bon, on verra. Ok, et juste hier soir, donc moi je n'ai pas assisté à la réunion. Est-ce que ces échanges-là ont pu... est-ce que vous avez pu échanger avec des représentants d'ECO sur ces thèmes-là et qu'est-ce qui s'est dit, quelles ont été leurs réactions? Ouais, écoutez, alors les échanges ont eu lieu, ils ont été tout à fait courtois, tout le monde s'est écouté, donc là il n'y a aucun problème de ce côté-là. Les représentants d'Élise ont posé quelques questions complémentaires
Parce que c'est quand même un problème complexe, donc ils ont posé quelques questions complémentaires pour clarifier, mais ils n'ont pas formellement remis en cause notre analyse, dans la mesure où on a bien précisé qu'on s'intéressait à ce qui se passait à l'horizon 2050. Je veux juste préciser que le règlement RED de l'Europe, en fait, n'est pas cohérent avec ce que demande le GIEC, page 877 du 6e rapport, si vous avez le temps et la curiosité d'aller voir, c'est en anglais, et vous verrez bien qu'il est stipulé que ce qu'il faut prendre en compte au niveau des émissions liées à la combustion de ce carburant, c'est qu'il faut vérifier quel est le flux de carbone entre le fait que l'usine existe et avant qu'elle existe. C'est-à-dire, c'est bien l'impact sur la capacité de séquestration de la biosphère avec et sans la mise en place de ce type d'usine. Donc, en fait, c'est que le règlement RED n'est pas compatible avec ce que demandent les scientifiques qui s'occupent du climat. Et le cabinet Carbone 4 a bien précisé qu'on devait prendre en compte l'impact sur le bilan AFOLU, appelé comme ça dans le GIEC. Voilà. Une précision quand même, ECO, c'est pas juste Biotijet, c'est aussi une unité de production de e-méthanol. Et là, on est tout à fait d'accord avec le taux de décarbonation qui est trouvé qui est affiché par Élise. Alors, quand je dis tout à fait d'accord, on trouve bien le même ordre de grandeur, c'est pas au demi% près, mais effectivement, on est d'accord. Et l'usine de e-méthanol va réellement décarboner les carburants pour bateaux. Sauf que je crois que ça pose un autre problème en termes de consommation d'électricité. Oui, ça consomme beaucoup d'électricité, mais c'est un autre problème. Pour la marine, il faut beaucoup moins la quantité de méthanol nécessaire est beaucoup moins importante que la quantité de kérosène qu'il va falloir. Donc en fait, ce serait quelque chose d'accessible de décarboner le transport maritime au niveau de la France, c'est-à-dire c'est les pleins des bateaux qui sont faits en France. Ce qui est important, pour Élise, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Élise n'est pas à l'initiative de ce projet. Élise répond à une commande de l'État qui finance cette expérimentation, ce test, pour essayer de démontrer que l'on peut, avec de la biomasse, fabriquer du kérosène décarboné. Donc Élise, il a comme mission de faire cette démonstration. Et de faire cette démonstration selon les règles européennes. Donc nous, on ne critique pas spécialement Élise, parce que Élise fait son travail, il essaie de faire les calculs au mieux, mais dans le cadre qui lui est imposé. Et ce que l'on met effectivement en évidence, c'est que ce cadre imposé n'est plus adapté. Et non seulement, je disais tout à l'heure, toutes les politiques bas carbone françaises et européennes vont devoir bouger, mais également on voit bien que c'est toutes les politiques publiques forestières qui vont changer. C'est-à-dire qu'on est sur une période de très grands changements. Ce basculement en quelques années d'une forêt qui permettait de capter du carbone et qui, en quelques années, a vu ce rôle s'effondrer, car c'est un vrai effondrement. En moins de 10 ans, on a 50% du puits de carbone qui s'est effondré, c'est un effondrement. Et donc, dans les 15 années qui viennent, on va se retrouver avec des politiques bas carbone et des politiques forestières qu'il va falloir complètement changer. Et j'allais dire, c'est un des intérêts de ce dossier éco de pointer ce problème. Ce qui est difficile pour le territoire de Pau, et de Lac en particulier, et de toutes les collectivités locales, c'est qu'eux se trouvent embarqués dans un projet qui ne va pas permettre de relancer l'activité, car ce projet ne pourra pas effectivement être mené jusqu'à son terme. Donc, aujourd'hui, derrière, si on ne change pas rapidement, si l'État ne se décide pas à prendre ses responsabilités et à changer effectivement l'orientation de ce projet, on va faire des difficultés importantes au niveau des collectivités locales qui n'y sont pour rien. Mais aujourd'hui, la responsabilité, c'est à l'État qu'elle importe.
D'accord. Alors j'ai vu donc à la fin de votre dossier que vous demandiez un moratoire, c'est bien ça? On demande un moratoire parce qu'en plus, on parle du dossier éco, mais il faut bien voir effectivement que sur le Grand Sud-Ouest, il y a une douzaine de projets forestiers pour industriels. Vous avez le projet biochar à Garlin, pour faire du biochar, qui consomme du bois. Vous avez au sud des Landes, à Tartas, l'unité qui consomme aujourd'hui 600 000 m3 de bois et qui a annoncé qu'il voulait monter à 1 million de mètres cubes de bois pour faire notamment du biocarburant. Vous avez dans le Lot-et-Garonne un projet d'usine pour faire des panneaux de particules qui consommerait 1 million de mètres cubes de bois. Vous avez sur le Limousin des projets de scierie, dans le Tarn des projets de scierie, etc. Vous avez une douzaine, 12 à 15 projets qui, dans les années qui viennent, vont consommer du bois. Or, c'est incompatible. Et donc, nous, ce que l'on dit, c'est il faut pas raisonner sur le projet éco, il faut raisonner sur l'ensemble des projets. Donc, on demande un moratoire. Parce qu'effectivement, saucissonner les choses, ça n'amènera à rien. Donc, il faut que l'État fasse une mise à plat, qu'on regarde clairement les choses et qu'on voit ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Parce que si on s'embarque sur des autorisations pour tous ces projets, on va accélérer le basculement de la forêt française vers un puits de carbone négatif. Donc on va aggraver la situation climatique de la France. Donc c'est un enjeu très lourd. Ok. Juste très concrètement... Un point supplémentaire. Ah, pardon. Vas-y. Pardon, j'avais juste une question un peu dans la suite de ce que vous expliquiez à l'instant. Est-ce qu'on aurait une idée du nombre d'hectares ou de mètres cubes de forêt qui seraient disponibles pour tous les usages de l'industrie sans aggraver ce puits de carbone qui est déjà en train de décroître? Je ne sais pas si c'est un peu maladroit comme calcul, mais... On va faire le contraire. On va dire que la somme de tout ce qui est demandé actuellement est incompatible avec la tenue des objectifs de décarbonation. Parce que, à ce que vient de dire Jacques sur la Nouvelle-Aquitaine, se rajoute ce qui se passe en Occitanie, où il y a aussi de nombreux projets et qui vont taper sur la même ressource que nous avons, parce que c'est sur 200 km autour des points de... Donc ça tombe exactement aussi chez nous, et nous chez eux. Et donc là, ça devient vraiment impossible. En fait, c'est un appel d'air, parce qu'il y a de l'argent qui est mis à disposition par l'État. C'est une orientation, et malheureusement, elle a été mal calculée, et vraisemblablement mal étudiée. Donc là, il y a besoin de remettre de l'ordre dans le désordre. Parce que du coup, concrètement, combien de temps il faut à une forêt pour recommencer à capter du CO2 une fois qu'elle a été coupée? Si vous coupez vous faites une coupe, il faut entre 40, il faut plusieurs dizaines d'années. On estime, ça dépend des essences, mais 40 ans, c'est largement, pour le chêne, ce sera bien plus. Donc, vous voyez, on dépasse largement les 2050. Donc, il y a un vrai souci, quoi. Peut-être que Pierre va en rajouter. Oui. Donc, il y a un organisme en France qui est chargé de la surveillance de la quantité de carbone, du stock de carbone en France, c'est l'IGN, qui publie ce qu'on appelle le Memento IGN. Et donc, dans sa version de 2024, dans son rapport 2024, il est précisé que cet écroulement, donc entre la moyenne sur la décennie 2000-2010 et 2010-2020, cet écroulement d'à peu près 50%, il est dû pour un tiers à l'augmentation des prélèvements, et pour 2 tiers à l'effet du changement climatique lui-même. J'ai bien dit l'augmentation du prélèvement. Donc tout ce qui va contribuer à augmenter encore le prélèvement au-delà de ce qu'il est déjà en moyenne sur cette décennie, eh bien ça va contribuer à détériorer la capacité de séquestration. Donc au minimum, il faudrait arrêter d'augmenter les prélèvements. Et en plus, il faudrait privilégier les prélèvements qui servent à stocker du carbone, c'est-à-dire la construction bois, etc. Toute la filière qui est de construction bois, c'est un ingrédient essentiel dans la stratégie nationale bas carbone. Mais ce n'est pas ce qui est en train de se faire. On voit une multiplication de projets de bois énergie qui vont à l'encontre.
Jacques n'en a pas parlé, mais on voit partout des projets de chaufferie bois dans les réseaux de chaleur, etc., qui viennent s'additionner. C'est des petits projets, entre guillemets, à côté de ces grands projets qu'il a cités, mais tout ça, il y en a beaucoup plus. Le donc, biochar aussi. La tendance est catastrophique au niveau de l'évolution du prélèvement. Mais il ne faut pas oublier que les 2/3, c'est le changement climatique lui-même. Oui. Et ça vous montre l'urgence, alors c'est au niveau mondial, hein, l'urgence à arrêter à limiter l'ampleur du changement climatique. C'est tout de suite qu'il faut agir. Hein, le système climatique, il nous demande d'agir tout de suite. C'est pas en 2050, en 2060, c'est maintenant qu'il faut faire le travail. Et donc, par rapport au moratoire, est-ce que vous allez prendre, quelles sont concrètement les mesures que vous comptez mettre en œuvre? Est-ce que vous allez entamer une démarche? Et si oui, laquelle? On voudrait rencontrer au plus vite les autorités, mais je crois que Jacques a des choses à dire. Voilà, on comprend que la chose est difficile. Moi, professionnellement, j'ai travaillé à l'Office national des forêts. J'ai travaillé à l'Office national des forêts. Et l'Office national des forêts, pendant 2 siècles, produisait de fait, avec la forêt, de plus en plus de bois, mais on ne prélevait en gros que 50 à 60% de la croissance annuelle de la forêt. Donc c'était très confortable. Et on est sur un changement extrêmement brutal. Pierre parlait effectivement du bois énergie. Dans le Pays Basque, ils ont fait un examen du patrimoine forestier dans les forêts privées, notamment aux zones de montagne. Dans ces forêts-là, elles sont peu exploitées aujourd'hui. Et donc, quand ils regardent les choses, ils s'aperçoivent qu'il y a du bois disponible. Et que même si on était prudent, en ne prélevant que 50% du bois disponible, on pourrait faire un réseau de chaleur. Mais la question qui est posée, quelle va être l'incidence du réchauffement climatique? Et même dans les régions, effectivement, comme les Pyrénées, qui sont bien arrosées, qui sont en montagne, c'est quand même la chaleur est un peu moins intense, même là, on s'aperçoit que les forêts sont en train de souffrir. Donc, on est sur une très grande zone d'incertitude. Donc, au niveau du moratoire, il faut dire très clairement qu'on a un problème. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille sur ce dossier, qu'on a bien identifié que l'État avait une grande responsabilité. On a demandé, ça fait 3 lettres qu'on envoie au préfet. 3 lettres envoyées au préfet. On a envoyé des lettres aux services publics qui sont en charge de ces dossiers, notamment l'ADEME. On n'a même pas eu d'accusé de réception. L'État se défausse. Mais il va bien falloir qu'ils prennent leurs responsabilités. Et s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, on se fera entendre. Alors on s'est fait entendre à Pau l'an dernier, on s'est fait entendre hier à Bayonne, mais on se fera entendre plus fortement dans les mois qui viennent. Et on est en train effectivement de préparer avec tous les acteurs nationaux un grand rassemblement au mois de juin pour effectivement que ce problème forestier soit posé au niveau national. C'est un problème national, ce n'est pas un problème local. Vous parlez d'une manifestation, c'est ça qui se prépare? Tout à fait. Qui sera une manifestation qui mobilisera les acteurs locaux, mais surtout qui va mobiliser tous les acteurs au niveau national. Vous avez déjà la date, le lieu, etc. Non, C'est en train de se caler. Ça C'est se en train cale. de se caler. On peut dire début juin. Ça sera en juin. Oui. Ça, Ok. on peut le dire. Et alors moi, je posais la question du moratoire et des actions que vous alliez mettre en œuvre pour savoir si vous avez envisagé des recours, tout simplement devant les tribunaux. Alors ce qui est clair, effectivement, c'est que si le projet va jusqu'à son terme, on fera des recours contentieux. Alors, D'accord, voilà. ce texte, et là on a déjà prévenu effectivement les avocats qui réfléchissent à la chose, mais bon, on a encore un peu de temps, mais on s'y prépare, parce que on peut dire effectivement que ce projet pourrait respecter la réglementation européenne, mais en revanche, un projet de ce type qui est subventionné par l'État doit respecter la loi de 2012 qui exige qu'il y ait une évaluation économique, sociale et environnementale à moyen terme du projet. Et donc, cette évaluation montrera qu'on aura dépensé de l'argent public inutilement.
Donc ça posera effectivement un problème juridique important, sans prendre en compte également la Constitution française qui dit bien qu'on doit effectivement prendre en compte les enjeux environnementaux pour les citoyens. Tout à fait. Alors, Pierre, vas-y. Alors, comme vous parlez de mobilisation plurielle, il est là pour apporter des analyses fondées sur la technique et la science. C'est notre rôle. Hein. Donc, on fait des calculs, on calcule les effets éventuels, etc. Et on transmet les résultats de nos analyses à qui veut s'en servir. Donc, on les transmet à Élise, on les transmet à Touche pas à ma forêt, etc. On les transmet à tout le monde. Donc, c'est un rôle un petit peu différent. Je tiens quand même à apporter cette précision. Donc, nous, c'est pas nous les organisateurs de la mobilisation, pour être tout à fait clair. Et une autre précision, un autre élément supplémentaire, qui est un peu du même style que le moratoire. À notre avis, on devrait effectivement prendre son temps sur le projet Biotijet et éventuellement, ce qu'il faudrait faire, c'est le transformer en projet de e-kérosène, c'est-à-dire sans passer par la biomasse. Parce qu'il faut savoir que dans la région, il y a deux autres gros projets, dans la région au sens large, il y a deux autres gros projets qui visent à faire, eux, du e-kérosène. C'est le projet QR à Lannemezan et le projet de Tartas qui va profiter de l'augmentation de la quantité de CO2 produite pour pouvoir faire davantage de e-kérosène, mais c'est bien un projet de e-kérosène. Et Élise, d'ailleurs, n'a pas d'autres projets de voilà. biokérosène. Voilà. Donc il y a deux projets de e-kérosène qui se font de part et d'autre. Pourquoi ne pas transformer ce projet en projet de e-kérosène? On leur demande de réfléchir à ça. Alors, il y aura des limites sur la quantité d'électricité nécessaire, etc. Mais il y a la ressource de carbone biogénique sur place. Sur place. Oui. Mais bien sûr, il faut du CO2 qui est déjà émis de toute façon à d'autres fins. Voilà, qu'il soit biogénique ou pas, c'est pas le problème. Il y a du CO2. Voilà. Donc c'est la préconisation qu'on a, qui est un petit peu différente, mais qui revient quelque part au même. Il est urgent de réfléchir sur les projets de biomasse énergie. En fait, d'accord, c'est l'alternative que vous suggérez éventuellement. Voilà. En fait, on a posé la question pourquoi ici à Pau, ils voulaient faire absolument la biomasse, alors qu'ailleurs, à d'autres endroits de France, Élise, oui, je parle d'Élise. Hein. Pourquoi ils veulent faire avec la biomasse ici à Pau, alors qu'ailleurs, ils font avec le CO2 directement? 4 autres projets. Il y a 4 ou 5 même, je pense. Parce qu'il y a l'Espagne aussi. 5 en tout. Voilà. Donc, il y a vraiment une question à laquelle ils ne répondent pas. Parce que c'est l'État qui leur demande. Voilà. C'est ce qu'a dit hier le représentant d'Élise. Il a dit, il faut regarder toutes les technologies possibles. Donc, on serait une expérimentation ici à Pau. Enfin, à Pau, je veux dire à Lac. Est-ce que c'est bien raisonnable, je dirais? C'est dangereux pour c'est même dangereux. Lac. Et c'est très dangereux pour Lac, effectivement. Donc, on ne peut pas accepter cette situation. On peut quand même noter qu'hier, il y a eu un comportement différent, je dirais, par rapport à la réunion de janvier. Parce qu'en janvier, on était complètement ignorés. Cette fois-ci, il y a eu un échange quand même. Ça, on peut le dire. Il y a eu un échange. Ils ont posé des questions. Bon, nous, on leur a posé. Et on a donné notre analyse. Mais il y a eu un échange. Et je noterai aussi qu'il y a eu un maire, je ne dirai pas lequel, qui a beaucoup apprécié le débat qui a eu lieu. Alors qu'en janvier, les maires s'étaient complètement tus. Là, il y a eu, un bouger parmi les élus locaux, et je crois qu'il faut le signaler, quoi. Ça montre aussi que les arguments que nous apportons, ils commencent à faire leur travail, et je pense que mieux on les connaîtra, et plus ce sera difficile de perpétuer ce projet. Voilà. Et j'espère que les médias, d'ailleurs, nous aideront dans cette tâche, parce que c'est pour apporter, je dirais, un débat franc et sincère. On met tout sur la table. Et donc, ils ont leur projet, financé par l'État, il faut le dire, ça c'est vrai. De la même façon que l'État finance 9 milliards pour l'hydrogène. Donc on voit des projets d'hydrogène qui apparaissent un peu partout. Mais il faut garder raison. Et donc, on espère que le débat réellement va s'engager, je dirais, publiquement,
Et là, les médias ont un rôle important à jouer aussi. Très bien. En tout cas, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Et désolé, je vais devoir quitter la visio. Mais merci en tout cas pour toute la présentation. Juste un mot complémentaire, c'est que là, on a surtout parlé forêt et le débat était en partie écologique, alors que le débat, de fait, on s'aperçoit qu'il est économique. Car s'il y a effectivement surconsommation de bois, on va rentrer dans une concurrence commerciale au niveau de la filière bois pour l'accès à la ressource. Et qui dit effectivement concurrence pour l'accès à la ressource, dit fragilité au niveau des emplois industriels. Ce projet-là montre également qu'il va falloir être très vigilant sur le plan économique. La filière bois sur le Grand Sud-Ouest, c'est un secteur d'emploi extrêmement important, qui n'est pas parfaitement en bonne santé. Donc ce n'est pas le moment de le fragiliser encore plus. Donc l'enjeu économique est très important, aussi important que l'enjeu écologique. Il y a le rapport Fibois, rappelle-toi. Il y a le rapport Fibois qui a été donné le mois dernier, que j'ai transmis d'ailleurs à un journaliste de Sud-Ouest, je n'aurais peut-être pas dû le faire, mais je l'ai fait, et qui montre bien que la profession s'inquiète de la multiplication des projets à base de bois. Et donc ça aussi, c'est un élément qui doit être mis dans le débat public. Oui, c'est un autre aspect finalement de Absolument. ce dossier, quoi. Okay. Absolument. Très bien. Voilà, donc comme je vous disais, moi je dois partir. Merci encore pour les explications. Et à votre disposition. Bonne continuation à vous. Parfait. Merci à vous. Merci Luce. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, de même, je vous laisse, j'ai pris des notes et si j'ai besoin de quelque chose, je reviens vers vous sans problème. D'accord, merci Sylvain. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Peut-être Claire Vie Moi, si le rapport de la Fibois, on peut le consulter, ça m'intéresse aussi. D'accord, je vais vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Je veux bien le voir aussi. Aussi Madame Stéphane, d'accord. J'ai juste une petite question, une petite précision sur le projet, sur l'impact sur les forêts. On est dans quelle proportion forêt publique privée? Juste pour situer un peu. Je connais pas la région, donc je... Ah, dans la région. Alors dans la région, on est pire qu'en France. Dans la région... Non, mais par rapport au projet, l'impact du projet... Sur le projet, globalement, sur la Nouvelle-Aquitaine, on est à peu près à 90% de forêts privées. Voilà. Toutefois, dans les Pyrénées-Atlantiques, c'est l'exception. On est à peu près à 35% de forêts publiques et donc à 65% de forêts privées. Comme dans France. Mais votre question est effectivement très pertinente parce que aujourd'hui, c'est bien les forêts privées qui sont sous pression. Parce que dans les forêts publiques, au niveau des forêts publiques, depuis déjà 7-8 ans, le gestionnaire qui est l'ONF réduit la récolte de bois parce qu'il donne priorité à la protection du patrimoine. Donc dans les forêts domaniales comme dans les forêts communales, la priorité c'est le patrimoine, donc on réduit. Mais dans les forêts privées, et notamment celles qui n'ont pas de plan de gestion, là c'est open bar, et ces forêts-là qui sont dans le collimateur de ceux qui ont un gros appétit de bois. Donc là, c'est les petits propriétaires qui risquent effectivement d'être pénalisés par cette dérive parce que ça va avoir une pression sur eux et sur leur patrimoine. D'accord, merci. J'ai juste une autre petite question. Je suis désolée, je sais que c'est pas l'angle choisi aujourd'hui pour votre conférence de presse, mais est-ce que vous pourriez dire juste quelques mots en termes d'impact pour la biodiversité, parce qu'on parle toujours beaucoup du climat et toujours un petit peu moins de la biodiversité malheureusement, et Alors, c'est bien, un lien entre les deux. C'est un point effectivement essentiel, c'est-à-dire que depuis presque 2 siècles, l'intérêt économique de la forêt, qui produisait du matériau bois, était considéré comme prioritaire. Et toutes les politiques publiques poussaient à la production maximale de matériaux bois pour l'industrie. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que les autres fonctions de la forêt, les fonctions de service, fixation de carbone, régulation de l'eau, dépollution de l'air,
tout ce qui est Atténuation de la chaleur. atténuation de la chaleur, notamment dans les zones urbaines. Donc toutes ces fonctions écologiques et la biodiversité, parce que dans les forêts, c'est là où il y a le plus de vie. On est presque à 2 fois plus d'intensité de flore et de faune dans les forêts que dans une prairie, par exemple. Et ne parlons pas des villes. Donc les forêts, c'est une matrice de la vie. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que donc, ces fonctions de service deviennent prioritaires par rapport aux matériaux bois. C'est un renversement, là aussi, extrêmement important. C'est un débat de société. Mais quand on voit effectivement les crises qui sont devant nous, on voit très bien qu'on a très peu de marge de manœuvre, on voit bien les difficultés que l'on a. Un des seuls atouts qu'on avait, c'était la forêt. Et donc, il faut arrêter de mettre la pression sur la forêt, car c'est sans doute un des rares secteurs qui peut nous aider à éviter le maximum de catastrophes. Donc voilà, on est sur un dossier comme le dossier éco, on voit apparaître des débats de société, des débats économiques, des débats politiques, et c'est l'intérêt, et c'est le rôle des citoyens et des associations de faire émerger ces dossiers, et c'est le rôle avec les médias de pouvoir effectivement ouvrir et développer sur des bases scientifiques. Il ne s'agit pas uniquement de faire des incantations, et donc c'est là où c'est très important d'avoir avec nous les shifters qui ne sont pas dans le collectif, mais qui ont leur indépendance technique et scientifique, et c'est avec eux qu'on échange pour pouvoir dire le moins de bêtises possible et de choses les plus pertinentes possibles. Dans 1 gramme dans la forêt, dans le sol, il y a 3 milliards de petites vivantes microscopiques. 3 milliards. Raison pour laquelle le sol capte d'ailleurs 59%. Dans 1 gramme. Les 2 tiers du CO2 sont captés par le sol. Dans le sol, et c'est vrai que là aussi, moitié. 50-50, mais là aussi, bon, on ne va pas rentrer dans tous les débats techniques, mais c'est vrai que quand on parle de la forêt, on voit les arbres, la partie aérienne, mais ce qui est le plus important, c'est le sol. C'est dans le sol qu'il y a le plus de vie, et c'est dans le sol que l'on a effectivement le vrai patrimoine qui permet effectivement à l'ensemble de cet écosystème de remplir ses fonctions. Et on a besoin des arbres pour avoir le sol. Et on a besoin des arbres pour avoir le sol. Et quand on fait une coupe rase, quand on parlait effectivement de reconstitution du stock de carbone, quand on est dans la partie aérienne, on commence au bout d'une vingtaine d'années, comme le montraient les shifters, à avoir une vraie reconstitution du stock. Mais si on fait une coupe rase, à ce moment-là, on détruit le sol. Et là, ce n'est pas 20 années qu'il faut. Hein. C'est bien souvent 2 siècles. Hein. Et ça a été bien expérimenté. Le cycle, quand on détruit une forêt et qu'on détruit le sol, il faut, pour reconstituer cette richesse du sol, il faut plusieurs cycles de vie des forêts. Et donc voilà, on est sur du temps long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan économique et politique, on raisonne à quelques semaines sur le plan politique ou à quelques jours. Ou à quelques jours. En matière forestière, eh bien, il faut accepter de raisonner sur un horizon au minimum d'1 siècle. Le temps est long. Et d'ailleurs, en ce moment, on voit bien qu'une replantation sur 2 ne fonctionne pas. À cause pour les raisons qui viennent d'être dites, à savoir que le sol n'est plus propice, après une coupe rase, au développement, je dirais, de l'arbre. Donc ça, c'est quand même un problème. Bon. D'autres questions? Juste un petit détail, la deuxième personne qui s'est présentée, c'est Monsieur Pépin, c'est ça? Non. Ah oui, c'est Henri Pépin. Henri Pépin, d'accord, excusez-moi. Non, il n'y a pas à vous excuser, c'est bon. Qui est un de nos piliers du collectif. Absolument. Et qui, lui, est physicien de profession. Il était physicien et il reste physicien dans l'âme. Comment il reste ingénieur dans l'âme? C'était précisé dans l'invitation, normalement, je vous avais précisé les noms. Alors, on pourrait peut-être, pour terminer, remercier Élise et l'État, nous qui sommes des retraités,
parce que ça nous oblige effectivement à réactiver nos neurones, à réactiver nos connaissances, et ça nous fatigue un peu, mais ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, je dois vous laisser. Merci en tout cas pour ces explications très claires. Merci Claire-Vie. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.